Deuxième partie samedi, mais uniquement si vous la demandez en commentaire. Alors likez, lâchez-vous, faites-vous entendre. L'histoire commence en 2032 à l'Académie nationale, connue sous le nom de Valkyria. Quelqu'un demande si les nouveaux sont prêts à relever les défis qui les attendent et, sans détour, annonce que l'examen de la classe commence déjà maintenant, mec. La première épreuve consistait à éliminer des gobelins et le groupe est déjà en train d'avancer. Et franchement, cet examen-là est le plus juste de tous. Le test se déroule à l'échelle nationale et ce sont les spectateurs qui votent pour déterminer qui est le plus cool. Tout le monde félicite, disant que comme toujours, les recrues de Valkyria sont les plus impressionnantes, tandis que le directeur leur demande de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'était leur chance de changer leur avenir à l'académie. De retour dans la forêt, quelques gobelins sont là quand le gars arrive déjà et leur en met plein la vue. Les spectateurs ont remarqué ce qui semblait être une relique ailée et une autre fille badass passe déjà en tranchant. Il y a un gars tout en haut du chat comme moi, qui célèbre une guerrière mignonne. Waouh, en voilà une autre qui arrive avec une grosse hache et un dahlia sur la tête qui explose, mec. Tout le monde qui regarde la diffusion félicite, disant que le niveau est élevé même pour Valkyria. Évidemment, ici, tu vois, la faim et la force décident de tout, même entre étudiants. La question qui persiste, cependant, c'est que devient-on quand on est faible dans un environnement comme celui-ci? Deux nouveaux sont complètement déboussolés là-bas, quand un grand bruit retentit derrière eux. Les gens disent au drone de s'approcher pour voir ce qui se passe, et il y a un gars en jaune qui se dirige vers un gobelin. Regarde la tenue de ce salaud, gamin. Tu ferais mieux de faire attention. Tu vas te prendre un strike pour droit d'auteur, mec. Après, ils vont supprimer ton histoire et tu vas râler. Et évidemment, ce foutu gars ne sait même pas finir son cosplay, mec, avec les cheveux qu'il a sur la tête. Évidemment, il a pris un coup direct du gobelin et s'est retrouvé au sol. Le chat dit que c'est l'une des créatures les plus faibles. Il n'y a aucune raison qu'un nouveau se fasse tabasser par un truc pareil. Le gamin essaie d'attraper le bâton en bois par terre, mais à ce moment-là, il se fait étrangement électrocuter et un message apparaît sur sa main disant qu'il ne peut pas équiper cet objet. C'est parce qu'aucun objet n'est autorisé tant qu'il porte la tenue de débutant. Le gobelin s'approche et, une fois de plus, il se fait tabasser. Qu'est-ce que c'est, fiston? Le pauvre vient de se faire battre et il est déjà allongé par terre, embarrassé. Les gens dans le chat disent qu'il vaut mieux abandonner, mais ils sont impressionnés qu'il se soit au moins relevé une fois de plus. Soudain, il dit qu'il équipe une armure, mec, et même à poil. Il part à la poursuite du gobelin. Les gens dans le chat se plaignent en disant qu'ils ne paient pas d'impôts à Valkyria pour former un cinglé comme ça. Et avec cette humiliation pour tout le pays, mec, l'Académie l'a classé comme le pire élève. Le pauvre avait un classement de relique étoile à 0 et était en classe E, dernier du classement. Évidemment, dans ce monde, devinez quoi, les amis? Une guerre interdimensionnelle est en cours, où des monstres venus d'ailleurs envahissent sans prévenir. En un rien de temps, l'humanité était au bord de l'effondrement. La plupart des armes humaines étaient inutiles, et tout ce qui restait à l'humanité, c'était le désespoir. Ce qui semble être notre jeune garçon, mec, reste là immobile quand un dragon rouge apparaît devant lui et lui crache du feu dessus, mec. Cependant, c'est dans ces moments désespérés que les premiers signes d'espoir ont commencé à apparaître. Les objets connus sous le nom de reliques, quelque chose qui se créait lorsque certains individus entraient en contact avec des matériaux venus de l'autre monde. Elles se manifestaient sous une forme physique, comme une sorte de fragment de l'âme. Le père de notre protagoniste était un héros qui protégeait les gens grâce à sa relique bouclier, mais ce jour-là, quelque chose a changé. Encaissant la flamme du dragon, le père appelle Hanada, lui dit de prendre Shizuku et de s'enfuir. Tu dois devenir fort et protéger tout le monde. Oh, franchement, ce n'était même pas un cliché, pas vrai les gars. Au moins, notre gars n'était pas du genre à hésiter, sérieux. Tant pis. Le père a attrapé la petite main de sa sœur et « Allez, ma fille, laissons cet idiot mourir là-bas ». Mais à partir de ce jour-là, il a décidé de travailler dur et de s'entraîner sans relâche comme si sa vie en dépendait. Ouais, je veux dire, vu qu'il y a des monstres dans ce monde, c'est bien de devenir fort. Sinon, tu meurs vraiment, mec. Ta vie en dépend. Toute cette motivation, il l'a tirée des paroles de son père, et cela fait 6 mois qu'il a intégré l'académie d'entraînement la plus forte et la plus prestigieuse. Mais ce n'est que récemment qu'il a découvert quelque chose. Un gars nommé Kuramura, le type aux cheveux rouges, demande à Hanada si ce n'est pas le moment d'abandonner. Mec, notre gars est déjà effondré au sol et le type propose de lui verser un peu de lait dessus. Ouais, il a versé un peu de lait là. Étrange, non? Notre gars se relève avec la tête d'une actrice d'une série un peu plus osée. Ensuite, le gars lui tape dans le dos et brandit une pancarte disant « Voici le héros ». Notre gars, mec, il ne dit rien, mon pote. Il marche juste dans le couloir comme un idiot, vraiment. Mais devant lui, oh, regarde qui arrive, mon gars. La fille aux cuisses épaisses et aux cheveux bleus. Elle lui lance un regard et passe juste à côté de lui, froide comme la glace, mon pote. Ce n'est pas la sœur qui l'a sauvée, espèce de sale gamine. Juste parce que tu fais la dure maintenant, tu ignores mon gars. Elle s'appelle Shizuku Minas et ils sont amis d'enfance depuis longtemps. C'est parce que, le même jour où il a perdu son père, elle a aussi perdu quelqu'un. Depuis ce jour-là, ils se sont toujours soutenus quoi qu'il arrive. Mais tout a changé quand il est entré à l'académie, mec.
Elle est devenue l'une des élèves les plus puissantes avec une relique puissante. Et Saitama version Walmart est évidemment considéré comme un raté total qui n'a rien d'autre que ce costume de dessin animé. Pour être honnête, il est déjà un peu habitué au regard de jugement de tout le monde. Mais quand il ouvre la porte, une chaussure vole vers sa tête. Et, demande Kuramura, il y a une raison pour laquelle il a mis autant de temps pendant que le nerd à côté de lui demande de ne pas lancer sa chaussure comme ça. Notre gars regarde sur le côté, mec. Il n'y a que des filles aux cuisses épaisses dans cette école. C'est quoi ce délire, mec? Oh, pour l'amour de Dieu. On est en classe E, les gars. C'est juste les faibles sans relique. Je pensais que le gars Kuramura était balèze, mais lui aussi, il crève la dalle. Aucun talent. Au moins, il y a quelques filles mignonnes dans la classe. Et notre gars dit que même les profs ne se soucient pas de cette classe. Pas vrai, mec? C'est la lie de la lie. Puis Kuramura s'approche et lui demande où il regarde, mec. Ce serait bien de ne pas l'ignorer quand il parle. Lui aussi, il active sa relique. On sait déjà grâce à Walmart qu'il est rang E et il met un coup de poing dans le ventre de notre gars. Évidemment, le règlement de l'école interdit d'utiliser des reliques en classe, mais tout le monde s'en fiche de cette classe, mec. Et ce salaud demande encore si notre gars continue de tout faire juste pour le provoquer. Il a dû apprendre vite à montrer du respect et à faire en sorte de ne pas le mettre en colère. Hanada se demande juste pourquoi il n'est pas seulement dans la pire classe, mais aussi le pire du pire. Et évidemment, à cause de ça, les 6 derniers mois n'ont vraiment pas été faciles. Puis le gars avec les lunettes dit à Kuramura de se calmer, sinon il va finir par écraser les hot dogs yakisoba qu'Hanada a apportés. En voyant les affaires par terre, il dit qu'il a oublié de le remercier et lui écrase les côtes. Les 2 filles dans le coin disent que c'est toujours comme ça. Elles commencent même à avoir de la peine pour le garçon. Celle aux cheveux roses demande pourquoi Kuramura s'en prend autant à Hanada et l'autre répond que c'est à cause de Hanada si Kuramura est en classe E. Apparemment, il y a eu une sorte de test de démonstration de force entre les élèves et Hanada s'est retrouvé à affronter ce gars-là. Mais il n'a pas abandonné quoi qu'il arrive, ce qui a eu un impact sur l'évaluation de Kuramura. Celle aux cheveux roses est impressionnée, disant qu'au moins, quand il s'agit d'encaisser des coups, il sait s'y prendre. L'autre répond qu'elle est d'accord, mais même ainsi, il ne devrait pas accepter de se faire autant tabasser par Kuramura. Ça ne va absolument pas l'aider. Le gars l'attrape par le col, le soulève et lui demande s'il comprend à quel point il est pathétique. Mais alors, une étrange fenêtre système apparaît, affichant 9990 sur 10 000. Hanada sourit, ce qui énerve évidemment encore plus Kuramura, qui lui donne un autre coup de poing au visage. La fenêtre passe à 9991, 991 sur 10 000. Il continue de se faire frapper et les points continuent d'augmenter. Puis, alors qu'il se fait attaquer au milieu des bureaux, Kuramura lui demande pourquoi il sourit autant, et pour essayer de le provoquer, il ajoute que puisque sa relique est inutile, ses parents devaient l'être aussi. Évidemment, ça touche un point sensible chez Hanada, et Kuramura lui dit de ne pas stresser, mec. Il devrait juste amener sa famille la prochaine fois. Comme ça, il pourra aussi les tabasser tous. C'est quoi ce délire, mec? Vouloir tabasser la famille du gars sans raison. Hanada serre le poing et le type lui dit de venir, mais il pensait que ce serait difficile, surtout parce qu'il est sûr que le garçon ne peut même pas se lever à cause de la peur. Le gars avec les lunettes essaie de lui demander de se calmer, mais il se fait aussi attraper par le col. Et Kuramura lui demande s'il veut échanger sa place avec ce raté. Évidemment, il répond juste non, comme s'il s'en fichait aussi de cette ordure. Kuramura dit qu'il n'y croit pas maintenant. Il devra le voir le frapper en pleine figure pour en être sûr. Mec, le gamin a attrapé une chaise et l'a fracassé en plein milieu de sa tête. C'est quoi ce délire, mec? Là, c'était vraiment la preuve qu'il déteste ce gamin. Au moins, le petit système a enfin atteint 10 000 sur 10 000, mec. Kuramura se retourne en disant de juste prendre ce yakisoba dégoûtant et de partir. Notre gars est là, abasourdi, en train de saigner comme un idiot. Même après toutes ces années d'entraînement, à se concentrer sur le corps et l'esprit, rien n'a changé. Mais à ce moment-là, la petite fenêtre s'affiche, condition remplie, subir 10 000 points de dégâts. Et maintenant, il peut faire évoluer sa tenue de débutant en tenue indomptable. Le gars esquisse un petit sourire en coin, en se disant que si les résultats ne sont pas encore là, il n'a qu'à continuer à travailler dur. Après tout, abandonner n'existe pas dans son dictionnaire. Puis il dit qu'il y a un certain secret à propos de cette tenue. C'est seulement il y a 6 mois, après l'examen, qu'il a commencé à le découvrir devant l'un des portails d'entraînement de l'académie. Il se souvient d'avoir traversé l'enfer pendant l'examen et d'avoir été classé comme un moins que rien. Il savait qu'à ce rythme, soit il allait être expulsé de l'académie, soit il ne deviendrait jamais assez bon. Malheureusement, c'est comme ça que les choses fonctionnent à Valkyria. C'est parce que tout l'endroit est financé par les contribuables, mec. C'est pourquoi les personnes aux faibles performances sont simplement écartées. Il ne peut pas se permettre de payer pour une autre académie aussi bonne que celle-ci. Mais pour rester ici, il doit devenir plus fort. Il serre les poings, jurant qu'il donnera le meilleur de lui-même et qu'il y arrivera, parce qu'il sait que les reliques peuvent être améliorées. Une forme plus simple, par exemple, est une relique en forme d'épée. Plus tu frappes avec, plus ses caractéristiques évoluent.
Le problème, c'est qu'il ne sait absolument rien sur la relique qu'il utilise. Cette petite tenue moulante doit forcément avoir une capacité spéciale, parce que sinon, il préfère même pas y penser, sérieux. Il doit juste se concentrer sur ce qu'il peut faire pour changer sa vie. Mais le voilà de nouveau au sol, tombé comme un idiot, en train de se dire qu'il est fichu, parce qu'à ce rythme-là, il pourrait bien finir par mourir sur place. Mais il se calme et se rappelle que, pendant longtemps, une attaque comme celle-là aurait tué n'importe quel humain. Une question qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi sa relique n'a aucune arme. Peut-être qu'il doit simplement frapper l'ennemi avec cette foutue combinaison. Une autre option serait d'enlever la combinaison et de prendre une arme normale. Mais ça n'aurait pas de sens non plus, parce qu'il perdrait la seule relique qu'il possède. Soudain, il se souvient de ce moment où il a saisi l'arme et s'est fait électrocuter. À ce moment-là, il court vers le gobelin qui s'apprête à frapper. Mais il parvient à se défendre, réussit même une prise de jujitsu, jette le bâton au sol et le système indique qu'il ne peut pas équiper cet objet. Au même instant, la décharge s'active et se transmet à travers le gobelin, qui finit grillé et tombe raide mort sur le coup. Le salaud sourit, disant qu'il a enfin tué le premier. Le seul problème, c'est que ça a pris une éternité et qu'il ne pourra plus utiliser cette astuce. Sans parler du fait que ça lui a demandé un effort énorme et que tout ce qu'il a obtenu, c'est un petit bonhomme en pierre. Soudain, l'objet disparaît de sa main sans prévenir. Avant même qu'il ne comprenne ce qui s'est passé, un message apparaît disant qu'il a absorbé une perte de mana pour la première fois et que son esprit indomptable a provoqué une réaction dans la tenue. En plus de ça, il a obtenu un écran de système élargi, quelques fonctions supplémentaires et la condition de mise à niveau est passée à 0 sur 10 000. Évidemment, il n'a aucune idée de ce qui se passe. Depuis, il s'est mis à encaisser délibérément autant de dégâts que possible pour faire grimper le compteur. Et maintenant, le voilà dans le dortoir en train de dire qu'il a enfin réussi. Il a encaissé les 10 000 points de douleur requis et la tenue allait évoluer. Franchement, ça doit être génial d'avoir un sac de frappe avec quelques haltères juste à côté. Dès que tu te sens en colère, tu lui en mets une. Et il se demande comment activer l'effet de ces 10 000 points. Pas vrai? Comment la tenue se met-elle à jour? Le système dit qu'il suffit de crier « mise à jour » et l'évolution commence instantanément. Une étincelle dorée entoure son corps et ah les gars, il a perdu la tenue de Saitama. Maintenant, il ressemble vraiment à une abeille. Ce truc sort tout droit du film B-Movie. Waouh, quel vieux film. En se regardant dans le miroir, il dit que c'est un changement subtil. Cependant, c'est la première fois qu'il entend parler d'une relique qui évolue grâce à une mission comme celle-là, et il est impatient de découvrir quelle capacité elle lui a apporté. Soudain, pour la première fois, il peut voir sa propre fenêtre de statut. Et dans les informations, la relique indique qu'il s'agissait d'un objet offrant une puissante protection ainsi que la bénédiction de la croissance. Il ne sait pas trop ce que cela signifie, mais au minimum, il doit être plus résistant. En regardant l'horloge, il voit que les portails doivent encore être ouverts. Peut-être devrait-il s'y rendre pour tester ce dont il est capable. Au clair de lune, un gobelin reste immobile lorsque Shizuku passe à côté en le tailladant. Mais le modeste Manetsu dit que cet endroit de malheur n'est même plus bon pour gagner des récompenses. Et puis ils entendent un pas sur le côté et voient que la fille passait, mec. La fille blonde à l'air idiot demande ce que c'était et elle répond que ce n'était rien. Mais tout de suite, l'ami remarque et dit qu'elle se souvient de lui. C'est le gars marrant qui a causé une catastrophe pendant les premiers jours. Shizuku s'éloigne en disant que ce type devrait juste abandonner l'académie et se concentrer sur la comédie à la place. L'ami trouve ça bizarre et lui demande pourquoi elle est aussi en colère. Elle répond que ce n'est rien et leur dit de retourner vite à l'entraînement. Mais franchement, elle s'éloigne en parlant toute seule, disant qu'elle pensait pouvoir compter sur lui mais qu'il ne fait que la décevoir. Pendant ce temps, la blonde se demande pourquoi la fille déteste autant ce pauvre gars. Comme la tenue de notre garçon au copyright est inoubliable, elle se demande déjà s'il n'a pas l'air d'avoir changé. Et le voilà de nouveau, face à face avec un autre gobelin. Bon sang, le gobelin l'attaque avec un coup de poignard. Au lieu d'esquiver, il décide de tester et bloque avec ses deux bras. Pas vrai, hein? Au moins, il a pris confiance parce qu'il semble que cette tenue n'a subi aucun dégât. Il frappe le gobelin au menton, mais la force du gamin n'est toujours pas terrible. Pas vrai, hein? Le monstre lui attrape simplement la tête et la fracasse contre le sol. C'est quoi ce délire? Petit garçon Kiko, et le monstre est déjà en train de le tabasser. Au moins, avec cette tenue, il ne meurt pas, pas vrai, hein? Quelle humiliation! Sérieux, la vie est dure pour le garçon. En quelques secondes, il est entouré de gobelins de tous les côtés. Il se demande quand tous ces types se sont arrivés et essaie aussitôt de s'échapper, mais il se prend un coup en plein dos. Sérieux. Wow, sa vision devient noire et il supplie juste que quelqu'un vienne l'aider. Puis il se souvient que quelqu'un lui a dit qu'il devait se rappeler qu'il ne pouvait pas toujours protéger les autres. Quand tout commence à s'effondrer, il ne peut compter que sur lui-même et c'est pour ça qu'il devait devenir plus fort et devenir un héros capable d'être là pour les gens quand ils en ont le plus besoin. Il était motivé, mais il a ensuite pris un autre coup dans le cou. Attends une seconde, notre gars, sérieux. Maintenant, il attrape l'arme du monstre. Mais, comme toujours, le système dit qu'il ne peut pas l'équiper. Merde. Je pensais que ça allait déjà être épique, mais il ne s'est rien passé. Il s'est juste fait électrocuter à nouveau pour avoir essayé, et les monstres l'ont lâché. Alors maintenant, le gars désespéré s'enfuit, en demandant ce qu'il peut faire pour s'en sortir.
C'est à ce moment-là que le système annonce que l'esprit indomptable a déclenché une réaction dans sa tenue et qu'il a acquis la capacité de vengeance. Le voilà reparti, à nouveau motivé, mais je ne fais plus confiance à ce gamin. À chaque fois qu'il fait cette tête comme s'il allait faire quelque chose, il se fait juste tabasser comme un idiot. Ensuite, le système précise que pour activer la vengeance, il devait crier le nom de la capacité. Elle stockait tous les dégâts qu'il avait reçus et les convertissait en énergie qui était libérée sur une durée de 10 secondes. Mais malheureusement, il ne pouvait l'utiliser qu'une seule fois par jour. Merde, mec, le temps de recharge de cette compétence est vraiment long. En voyant tous les gobelins se ruer sur lui, il est certain que c'est le moment parfait pour la tester. Il crie « Vengeance !» Le gantelet s'active, il fonce en avant et envoie un coup direct dans le ventre du premier gobelin, mec. Ils s'envolent comme des quilles, l'un percutant l'autre. Il continue sa charge, en frappe un autre au menton, un autre à la poitrine, un au visage et en écrase un autre contre un arbre. Mec, il a enfin tué quelque chose, et il s'effondre, épuisé. Il se rend compte qu'il a désormais un atout pour les moments dangereux. Le problème, évidemment, c'est que c'est une fois toutes les 24 heures. Sans parler du fait que s'en servir pour farmer le mettrait constamment en danger, donc il ne pouvait pas continuer à se mettre dans ce genre de situation. En plus, il ne comprend toujours pas vraiment comment cette tenue fonctionne. Ce n'est pas comme s'il avait gagné plus de stats ou était devenu plus fort. Ce sont juste de nouvelles capacités. Puis il voit la pierre de mana tomber d'un des gobelins, la ramasse, et elle est instantanément absorbée. Et tout de suite, de nouvelles fonctionnalités sont débloquées. Waouh, c'est quoi ça, mec? Il a obtenu tout un tas de compétences d'un coup. Il a gagné en agilité, compatibilité avec les armes de type assommant. Oui, les armes d'étourdissement, épée, renforcement, durabilité. Sérieusement, le gamin a tout eu d'un coup, et maintenant il ne s'arrête plus. Une semaine plus tard, un petit gobelin marche dans la forêt, et il arrive par derrière pour lui asséner un coup vengeur net, lui écrasant le crâne. C'est au moment où j'ai dit que je ne ferais plus confiance à ce salaud. Il est devenu fort, petit enfoiré. C'était le premier hobgoblin qu'il tuait, et avec cette nouvelle pierre de mana, de nouveaux talents ont été améliorés. Maintenant, il pouvait utiliser certaines armes, et il se sentait assez confiant pour affronter quelqu'un de plus fort. Depuis qu'il a débloqué cette nouvelle liste, sa relique a subi plusieurs transformations. La liste de mise à jour montre ce qu'il faut pour débloquer chacune des compétences. Par exemple, pour débloquer cette compétence d'acteur aérien, il devait tuer 10 gobelins, tuer un autre hobgoblin, et aussi porter la tenue pendant 1 heure. Donc, quand j'ai dit que c'était débloqué, ça ne l'était pas. Ce qui a été débloqué, c'est la mission pour le débloquer. Tu comprends? Voilà. Et il semble qu'il ait maintenant aussi une compétence de résistance aux impacts, dont l'utilité est assez évidente. Tu remarques déjà que c'est le format à suivre pour continuer à faire évoluer la tenue, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas toujours une mission à accomplir. Il doit comprendre ce qui déclenche ces changements. Assis sous l'arbre, il commence à se remémorer tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'il se rappelle d'une fenêtre qui disait qu'il avait absorbé la pierre de mana pour la première fois et que l'esprit indomptable avait provoqué une réaction avec sa tenue. Le problème, c'est que ce truc d'esprit indomptable est un peu confus. Peut-être que cela a un rapport avec son état d'esprit, ou alors c'est simplement lié aux émotions qu'il ressent sur le moment. Le problème, c'est que les deux options sont plutôt abstraites, non? Il n'y a pas de moyen clair de savoir quoi faire. Un peu plus tard, le voilà à l'hôpital. C'est vrai, non? Quelles sont les chances que notre protagoniste n'ait pas une mère à l'hôpital? Mec, c'est comme le truc à Sky japonais. Il demande à Ikari si elle devrait bouger comme ça, et elle répond qu'aujourd'hui elle se sent mieux. Elle rassemble de l'énergie, bientôt elle sortira d'ici. Maintenant je comprends. Celle-là, ce n'est pas sa mère, n'est-ce pas? La mère, c'est celle sur le petit lit en hauteur, parce qu'il a demandé comment elle allait. Et Ikari a répondu « Ouais, genre, elle est comme toujours, en train de dormir. » On dirait qu'un incident s'est produit il y a 10 ans. Depuis, sa mère est inconsciente et ne s'est jamais réveillée, un phénomène connu sous le nom de cristallisation. Dès que les espèces de monstres ont commencé à apparaître, cette maladie est arrivée avec elle et aucun remède n'a encore été trouvé. Ah, apparemment Ikari est la petite sœur qui a aussi été exposée au poison, mais semble être en train de se rétablir. Au rythme où vont les choses, dans 1 an au maximum, elle pourra quitter cet endroit. Mais au moment où il commence à penser au seul vrai problème, soudain quelqu'un se présente à la porte. Toute joyeuse, Ikari salue Kagura, qui les salue tous les deux en disant qu'elle a l'air bien mieux aujourd'hui. Portant un tas de fruits, il dit qu'il ne pouvait pas venir dans un endroit comme celui-ci les mains vides. Puis, posant une main sur l'épaule de notre garçon, il dit qu'il est arrivé au moment parfait. Il y a quelque chose dont il doit parler avec le garçon. Oh là là, la façon dont il se penche pour chuchoter, on peut déjà deviner que ce n'est pas un type recommandable. Puis, attrapant une canette de café, il demande si ce n'est pas le moment pour Hinata de lui donner une réponse. Ce type, Jinji Kagura, est le chef de la guilde du Phénix. Il se tourne vers notre garçon et lui dit que s'il veut s'occuper de sa mère malade et de sa sœur, qui luttent elle aussi contre la même maladie, il va avoir besoin de beaucoup d'argent. Apparemment, ce type dirigeait autrefois la même guilde dont le père d'Hinata faisait partie, et il demande à notre garçon s'il ne veut pas trouver un remède pour sa mère.
Hinata pense simplement que ce salaud continue de faire semblant d'être un type bien, comme s'il allait faire quelque chose de noble, mais ce qu'il lui demande de faire est répugnant. Il semble que les cristaux formés chez les patients à cause de la cristallisation possèdent des propriétés similaires à celles des pierres de mana. Les pierres de mana sont actuellement la principale source d'énergie de l'humanité, et il paraît qu'il y a des recherches en cours utilisant des personnes exposées à cette maladie pour, en quelque sorte, créer un zombie qui produit de l'énergie. Mec. En gros, ce que ce type demande, c'est l'autorisation d'utiliser sa mère comme cobaye sous prétexte qu'il cherche un remède à la maladie. Et Hinata répond simplement que c'est dommage, mais sa réponse reste non. Kagura pose sa main sur son visage et prévient qu'il sait que le gamin doit commencer à manquer d'argent. Ce n'est pas possible que son père ait laissé autant d'argent. Les factures d'hôpital pour sa mère et sa sœur doivent sûrement s'accumuler. Comment va-t-il pouvoir s'occuper des deux à ce rythme-là? Il dit à Hinata qu'honnêtement, avec la relique de bas niveau qu'il possède, il ne pourra jamais gagner assez pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais Hinata répond simplement que ça lui est égal. La réponse allait rester la même. Il continuerait à chercher un moyen de protéger sa famille, quoi qu'il arrive, parce que c'était la dernière chose qu'il avait promise à son père. Et il prévient une fois de plus de ne rien dire de tout ça à Hikari. Kagura dit que ce n'est pas grave. Il n'essaie pas de faire en sorte que Hikari le déteste. Mais si le garçon change d'avis à un moment donné, il lui suffit d'envoyer un message au même numéro. Sur ce, il s'en va tandis que notre garçon reste là, avec l'envie de tuer ce salaud. Protéger sa famille est devenu entièrement sa responsabilité depuis la mort de son père. En entrant dans la pièce, Hikari demande de quoi parler la conversation et il répond que c'est un secret. Et Hanada est là, mec, impatient d'intégrer une guilde puissante pour vraiment commencer à gagner de l'argent. Il devait devenir plus fort, en fait, bien plus fort qu'il ne l'est actuellement. Déjà en train de quitter l'hôpital, il vérifie son téléphone et voit qu'il a encore le temps d'aller dans un donjon. Il décide de ne pas se reposer aujourd'hui, même si c'est le week-end, et d'y aller tout de suite. Mais à ce moment précis, il y a des types qui coincent une fille dans une ruelle, lui disant de se détendre et de venir avec eux, qu'ils la paieront bien. Hanada la reconnaît, c'est Akane Yagumo, qui est aussi de l'école, puisque tout le monde porte l'uniforme. Et elle leur répond qu'elle n'a pas besoin de leur argent. Walmart Saitama continue simplement son chemin, mec, sans se soucier de tout ça. Le gaz avec le bonnet dit à Akane d'arrêter de faire ça difficile, que tout le monde des classes supérieures l'attend. Elle demande de quoi il parle, et le plus beau, celui avec la casquette blanche, dit que tout le monde sait déjà ce qu'elle a fait. Elle répond qu'il se trompe de personne, mais le cône de signalisation affirme qu'il en est sûr. Il l'a entendu de quelqu'un de très proche d'elle. Il s'approche et dit que si elle ne veut pas que toute l'école soit au courant, elle ferait mieux d'obéir. Pendant un instant, on dirait qu'elle va céder, mais au lieu de ça, elle se retourne et crache au visage du cône. Elle va même jusqu'à lui faire un doigt d'honneur, lui disant de se le mettre là où le soleil ne brille jamais. Les filles se moquent du cône pendant qu'il lui attrape le bras et lui dit d'arrêter de jouer les innocentes. Même sa famille pensait qu'il vaudrait mieux qu'elle soit vendue. Elle le repousse à nouveau en disant qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle, mais ce salaud est inarrêtable et s'en prend encore à son épaule. C'est évidemment le moment parfait pour que le héros fasse son apparition. Pas vrai les gars? Elle reste là, surprise, se demandant pourquoi Hanada s'en mêle. Le gars en uniforme dit que son visage a l'air plutôt banal, tandis que les filles disent qu'il ressemble à ce gars de la classe E, considéré comme le plus faible et le pire de l'académie. Ils disent que la relique qu'il a obtenue n'est littéralement qu'un costume et rien d'autre. Le cône dit qu'il se souvient, c'est l'idiot qui avait les fesses à l'air pendant les examens. Il intervient et dit aux gamins qu'il ferait mieux de partir d'ici, qu'ils ont des affaires avec Akane. Mais notre gars tient bon, mec, se tenant juste devant elle sans bouger d'un pouce. Le type s'apprête à donner un coup de poing, disant que les déchets de la classe E sont vraiment trop audacieux. Pendant ce temps, Akane ne comprend pas pourquoi Hanada de la classe E ose tenir tête à ces gars de la classe C. Mais sérieux, regarde le style, notre gars attrape le bras du type, le repousse, enchaîne avec un balayage, visage contre terre. Sacré mec, à la façon d'un gamin de la WWE. Akane était impressionné une seconde, et la suivante, il est déjà debout, prêt à affronter le prochain. Scène suivante, on se retrouve à l'académie de kickboxing, certains s'engueulent, et au loin, il y a les gars badass qui s'entraînent. Elle jette un regard au coach. Il s'approche pour donner un coup de poing, mais elle esquive, lève la jambe et manque de peu de lui toucher la tête. Le gars devient tout gêné et un peu embarrassé. Il dit que comme toujours, elle a été incroyable et qu'elle a gagné. Elle remercie Takahashi pour l'entraînement et il lui répond qu'il n'attendait rien de moins de sa part. Ce coach agit un peu bizarrement. Il n'arrête pas de la complimenter, comme s'il voulait quelque chose. Il dit avoir entendu dire qu'elle possède une relique de haut niveau et qu'elle est une travailleuse acharnée avec un avenir prometteur. Elle, cependant, se retourne et dit qu'il y a toujours un objectif plus grand à atteindre. Mais la voilà encore avec ce genre de drame. Sans qu'il l'entende, elle dit qu'au moins, c'est ce qu'elle pensait avant. Maintenant, tout cela lui paraît un peu vide de sens, ou alors elle essaie juste de s'améliorer en arts martiaux, et rien de plus. Mais voilà notre gars, dès le début, déjà au sol. Franchement, je ne cherche même plus à comprendre comment il a réussi à battre ce type tout seul, vu que c'est toujours lui qui se fait le plus battre en cours. Ouais, le plus beau mec du lycée arrive pour donner un coup de poing, mais notre gars lui attrape le bras et en met un autre au tapis. Mec, c'est quoi ce délire?
Ensuite, Didi débarque et essaie de le saisir par derrière. Mais heureusement, notre gars lui donne un coup de coude dans le ventre, se retourne et lui assène un coup à l'arrière du cou. Étrangement, Akane est super contente. Qu'est-ce qui se passe, ma grande? Ok, on vient d'être sauvés, mais ce sourire est un peu trop large, non? En le voyant là, entouré de 3 perdants au sol, elle réalise qu'au final, il n'a jamais été faible. C'est juste que le fait d'avoir eu une mauvaise relique a fait croire ça à tout le monde. Hanada demande alors si quelqu'un veut encore continuer. Le cône par terre décide qu'il va lui enlever ce sourire du visage et sort sa relique. Il tire un coup sur lui, mais Hanada le remarque juste à temps et lève les bras pour bloquer. Mec, il se fait projeter dans les airs. Le garçon a failli s'envoler, mais il a réussi à atterrir sans encombre. Le cône dit bizarrement qu'il a mal visé. Mec, je ne sais pas si tu as remarqué ou pas, mais tu l'as touché, mec. Hanada a l'air un peu perdu, apparemment parce qu'il a réussi à encaisser ce coup. Et puis d'autres personnes commencent à arriver pour voir ce qui se passe. Dès que quelqu'un sort une relique, tout le monde parle déjà d'appeler la police. Les filles de l'école savent que ça va devenir un problème, et les autres se lèvent et tout le monde se met à courir. Puis Akane vient demander à notre garçon s'il va bien, l'attaque l'a touché de plein fouet. Lui, sans trop savoir pourquoi, répond que oui, il n'a pas du tout été blessé. Ensuite, il se retourne et dit au revoir. Mais maintenant, elle est curieuse, elle lui demande s'il ne veut pas savoir pourquoi ces types s'en prenaient à elle. Hanada se contente de se retourner et de dire non. Mais à voir son expression, elle aimerait qu'il pose la question. Elle devient un peu gênée et dit que s'il ne veut pas savoir, elle n'a rien à dire, tout le monde a des choses qu'il préfère garder pour soi. Elle avoue timidement qu'au final, il l'a sauvée, mais qu'elle ne comprend pas pourquoi, puisqu'elle l'a vu souffrir à plusieurs reprises sans jamais l'aider. Soudain, son expression change et il fait une remarque à propos des fleurs. S'il a quelque chose comme ça avec elle, c'est que quelqu'un doit l'attendre à l'hôpital et elle devrait s'y rendre rapidement. Sur ces mots, il s'en va, la laissant toute tremblante, se demandant comment elle a pu penser aussi longtemps qu'il était un minable pathétique ou une ordure dégoûtante. Elle a toujours cru qu'il était faible parce qu'il ne se défendait jamais, mais en réalité, il est plutôt impressionnant. Un peu plus tard à l'académie, regardez qui est là, tapotant son épaule et l'appelant, lui demandant comment il va. Il lui demande ce qu'il y a, et elle répond simplement qu'elle voulait le remercier de l'avoir défendu hier, qu'il lui a vraiment sauvé la mise. Il dit que ce n'était pas grand-chose, et alors qu'il s'apprête à se tourner pour entrer dans la salle de classe, un coup de feu retentit dans le couloir, frôlant presque sa tête, et il doit se jeter au sol. Évidemment, c'est encore le cône, accompagné des beaux garçons qui disent qu'il n'a vraiment pas de chance d'être dans la même école qu'eux. Puis la fille gothique, aux cheveux rouges, veut savoir ce qu'Hanada a bien pu faire pour que ces types soient aussi en colère. Akane essaie d'intervenir en disant que s'ils ont un problème, ils n'ont qu'à s'en prendre à elle. Mais le cône la repousse simplement, disant que le problème aujourd'hui, c'est avec ce gars-là. Il dit à Hanada qu'ils ne se sont arrêtés la dernière fois que parce que la police aurait pu arriver, mais qu'ici, à l'académie, tout est permis. Hanada se contente de dire qu'ils sont exactement comme les gens de sa classe. Et là, Cône lui met une claque en pleine figure, lui disant de ne pas le comparer à ces losers de la classe E. Notre gars encaisse le coup, se relève et tente un coup de pied. Mais l'homme à la main de Blitzcrank, le plus beau gosse de l'université, dit que tant qu'ils utilisent leur relique, Hanada n'a aucune chance. Ouah, il a déjà lancé la compétence là, mec. Il a parfaitement réussi la trappe sur le pied, a soulevé le gamin et l'a laissé pendre la tête en bas. Cône s'approche même de lui et dit que Hanada ne pourra s'en prendre qu'à lui-même, puisqu'il s'est mêlé de tout ça. À partir de maintenant, sa vie allait être un enfer jusqu'au jour de la remise des diplômes. Mais soudain, paf, il prend un coup à l'arrière de la tête, mec. Akane a sorti la mitrailleuse et dit qu'ils sont tous une bande de gamins immatures. Pendant ce temps, la fille gothique se demande ce qu'elle fabrique. On dirait qu'elle a perdu la tête. Cône répond que là, elle l'a vraiment surpris. Apparemment, elle avait un pistolet à balles comprimé, ce qui était mignon, mais elle devait comprendre que, question tir, il ne jouait pas du tout dans la même cour. Puis, il vise le ventre de Hanada et dit qu'il va lui montrer comment on fait. Mec, le tir le touche en plein ventre. Sa prise se relâche et Hanada glisse dans le couloir. Akane demande s'il a perdu la tête à essayer de tuer le gamin. Mais il lui dit de se détendre, que s'il a survécu au tir d'hier, il ne va pas mourir aussi facilement aujourd'hui. Mais à ce moment-là, quelqu'un tourne au coin du couloir. Mec, c'est l'autre salaud qui le harcèle, ce misérable Takeyuki. Hanada était là, il tombe, se relève, se demande ce qui se passe. Pourquoi ces attaques ne lui faisaient-elles pas mal? Comme hier, il ne ressent aucune douleur. C'est comme s'il était simplement emporté par le vent. Il ne sent rien. Comme emporté par le vent, il commence à se demander et si ce n'était pas la tenue qui devenait plus forte, mais lui, les statistiques qu'il gagne via la fenêtre de mission ne sont pas appliquées à la relique mais à son propre corps. Entendant Hinata se relever, Kon se demande s'il n'a pas trop retenu ses coups avec le gamin. Mais là, mec, Hinata active la revanche. Il fonce en avant avec la main de Blitzcrank qui arrive, tout en pensant que maintenant il n'est plus juste un gamin inutile incapable de se défendre. Le coup de poing atterrit, paf, en plein milieu de la paume de Blitz, mec, et il rebondit en arrière sur l'idiot qui est projeté contre un mur, explosant juste à côté de l'autre brute, qui ne comprend plus trop ce qui vient de se passer. Kon est perdu, et ce coup de poing pourrait même arrêter un rhinocéros lancé à pleine vitesse, mec.
Sans parler du fait qu'il ne comprend pas comment le gamin est à 100% après avoir pris un coup direct dans le ventre. Blitz essaie de se relever en disant « Mec, ça fait vraiment mal ». Mais soudain, le plus beau garçon change de discours et dit qu'en fait, ça ne lui a pas du tout fait mal. Il est juste impressionné que le gamin ait réussi à infliger un point de dégâts. Maintenant, Kon reprend confiance, pensant que Hinata tient debout car le coup n'a pas vraiment porté. Le garçon réalise qu'il a fait une erreur. Il aurait dû attendre de se faire frapper plus avant d'utiliser la revanche. C'est une capacité vraiment tordue aussi. Purée, quelle compétence maudite. Maintenant, il reste là, un peu mal à l'aise, se demandant comment il va s'en sortir puisqu'il n'a plus de compétences offensives. Mais assez parlé de ça, mec. Il se remet déjà en position de combat en disant qu'il en a marre de se faire tabasser tout le temps, quand un professeur arrive derrière eux, leur demandant ce qui se passe et leur rappelant que le cours n'a même pas encore commencé. Kon dit alors que notre garçon a eu de la chance que ce type soit arrivé, mais qu'ils régleront ça plus tard. Akane pousse enfin un soupir de soulagement et la fille aux yeux rouges se contente de fixer la scène. Takeyuki s'éloigne en disant que pour un perdant, il attire vraiment beaucoup d'attention. Pour l'instant, ils vont laisser le gamin tranquille, à moins qu'il veuille provoquer une autre bagarre. Mais l'ami à lunettes a déjà remarqué que quelque chose cloche chez Hinata. Il ne devrait pas pouvoir arrêter une relique comme ça. Et il est indemne après avoir affronté quelqu'un de la classe C. C'est l'heure du repas. En bon nerd solitaire sans amis, notre garçon est aux toilettes, mais concentré sur ses statistiques. Maintenant, il commence à comprendre comment fonctionne cette tenue maudite. Le plus intéressant, c'est que les effets restent actifs même quand il ne la porte pas. Pour être honnête, dans un vrai combat de donjon, ça ne ferait aucune différence. De toute façon, il la porterait tout le temps. Le vrai problème maintenant, c'est d'augmenter sa puissance offensive. Il ne pouvait pas compter uniquement sur la revanche, surtout que c'est une fois toutes les 24 heures. Mais comment peut-il atteindre le niveau suivant? C'est à ce moment-là que Takeyuki apparaît derrière lui et dit que Hinata aurait dû prévenir qu'il allait aux toilettes. Wow, mec, c'est quoi ça? Tu essaies de le coincer ou quoi? Il pose une main sur son épaule et dit qu'il a été impressionné par le coup que Hinata a fait ce matin. Évidemment, il le fait déjà. Il lui assène un coup dans le ventre. Il dit que c'est dommage, mais que son amusement s'arrête ici. Hinata reste simplement là, mais si je devais parier, franchement, ça ne lui a absolument rien fait. Et le gars à lunettes l'a remarqué aussi, mec. Notre gars n'a pas gémi ni dit un mot. Il y a clairement quelque chose de bizarre chez lui. Takeyuki a compris que le coup n'avait eu aucun effet sur Hinata et que ça ne sert à rien de le frapper s'il n'a pas activé sa revanche. Il pense à régler ça à coupe de poing de toute façon quand Akane apparaît au bout du couloir. Takeyuki veut savoir ce qu'elle lui veut et elle répond qu'elle est là pour parler à Hinata. Le gars trouve ça étrange parce qu'il l'a vu plus tôt vouloir le protéger aussi. Se pourrait-il qu'elle commence à devenir collante avec le gars maintenant? Akane lui dit d'arrêter d'inventer des histoires et explique qu'elle a juste besoin de lui parler un peu. En plus, quel est le problème? Il comptait se battre avec la fille maintenant? Ce serait bas, même pour une ordure comme lui. Wow, mec, là tu es coincé. Qu'est-ce que tu vas faire, la frapper? Ça ne ferait qu'empirer les choses pour toi. N'ayant pas d'autre choix, il s'éloigne, disant à son ami qu'il veut partir. Elle lui demande s'il va bien et il répond que oui. Puis elle ajoute rapidement qu'il doit savoir qu'elle ne va pas continuer à le sauver de Takeyuki. Il devra régler ses comptes avec ce gars lui-même. Il n'a rien à voir avec elle. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle l'embêtait, c'est un peu gênant. Elle dit que c'est parce que c'est de sa faute si ces gars de la classe C s'en sont pris à lui. Lui, en revanche, lui dit simplement de ne pas s'inquiéter. Il s'est retrouvé mêlé à tout ça tout seul, sans qu'elle lui demande de l'aide. La fille devient de plus en plus rouge, n'est-ce pas? Dans une autre partie de l'académie, elle lui raconte que son père a combattu en première ligne contre les monstres qui ont envahi depuis un autre monde. Mais alors qu'elle était encore petite, son père a été attaqué par l'un d'eux et il est dans le coma depuis ce jour-là. À partir de ce moment-là, tout a commencé à aller de mal en pis. Sa mère a choisi d'entrer dans l'industrie du divertissement à huis clos, mec. Et plus elle travaillait, plus elle changeait. Chaque jour, il y avait un homme différent à la maison. Cela l'a amené à s'impliquer dans une secte étrange. Et finalement, même Akane a dû remettre l'argent qu'elle gagnait à sa mère. Elle remercie quand même sa mère de l'avoir élevée, au final. C'est pour ça qu'elle avait tellement hâte d'entrer dans cette académie. Peut-être que la meilleure option pour elle était de devenir guerrière comme son père, se battre en première ligne, gagner de l'argent et survivre loin de tout ça. Mais comme notre garçon, elle n'a pas une vie facile puisqu'elle est coincée en classe E. À cause de ça, une fois que ces types ont découvert le passé de sa mère, ils sont venus lui proposer de l'argent, pensant qu'elle accepterait de vendre son corps. Elle a refusé. Ils ont continué à insister. Et au milieu de tout ça, notre garçon est arrivé. Hinata veut juste savoir pourquoi elle lui raconte tout ça, a-t-il demandé. Les pieds un peu embarrassés, elle explique que c'est parce qu'il s'est retrouvé mêlé à toute cette histoire et qu'elle trouve normal qu'il sache exactement dans quoi il s'est embarqué. Sans compter qu'il n'a pas l'air d'être du genre à aller raconter ça à tout le monde. Il esquisse un petit sourire, puis elle ajoute qu'au moins les gars de la classe C ont disparu et qu'il n'a pas été embêté pendant toute la récréation. Mais elle le prévient qu'il devrait faire attention car il semble que ces types vont continuer à insister. Il répond que celle qui doit faire attention, c'est elle. Après tout, ces gars-là en ont vraiment après elle. Elle acquiesce mais dit qu'au moins
sa relique à elle n'est pas un costume jaune. Et sur ces mots, elle s'éloigne, lui disant qu'il peut l'appeler Akane. Le petit malin reste là, un sourire en coin. Pendant ce temps, dans les couloirs, Takeyuki est furieux. Juste au moment où les choses allaient devenir intéressantes, cette fichue fille est apparue. Le gaz à lunettes, comme toujours, ne fait que le flatter et approuver tout ce qu'il dit. Takeyuki reste là, le poing serré, affirmant que la prochaine fois qu'il verra ce gamin, la leçon sera la meilleure de toutes. Il dit « Elle, tu vas trouver ce sale gosse et lui dire qu'il l'attend dans les toilettes. » Takayuki et son obsession de faire venir Hinata dans les toilettes. Franchement, ce type est vraiment bizarre. Ensuite, il y a le gars à lunettes, dont je ne connais toujours pas le nom. Ce fichu gars observe depuis l'extérieur à différents endroits. Koreman, cet ami d'Akane qui discute avec un cône. Il fait semblant d'avoir remarqué une trousse tomber et s'enfuit. Il se cache derrière un pilier et la regarde parler avec le gars. Il se demande si elle les confronte pour qu'ils arrêtent d'embêter la comptabilité. Mais Corey dit qu'elle n'a rien interrompu du tout. Elle leur a donné l'occasion parfaite et même là, ils ont tout gâché. Je ne peux même pas lui dire d'arrêter. Elle s'est déjà excusée. Elle devrait arrêter de l'embêter. Kaori dit que, à cause de ça, le gars va continuer à l'importuner. Kun dit qu'en plus du sale gosse qui s'est interposé et a tout gâché, Akane n'avait même pas l'air très intéressé par la proposition. Kaori est surprise et demande pourquoi elle a refusé, ce à quoi Kun répond qu'il aimerait bien le savoir aussi, et qu'ils n'ont fait cette proposition que parce que Kaori leur avait dit que sa famille allait la vendre à un bar clandestin. Waouh, quel super ami, hein? Cette fille de la classe E est dangereuse, mec. Le gaz à lunettes écoute simplement pendant que Kaori explique que, puisque Akane est coincée en classe E, elle a pensé qu'il serait préférable qu'elle travaille de cette façon. C'est la seule raison pour laquelle elle s'est autant donné de mal pour trouver quelqu'un qui pourrait aider son amie. Kun dit qu'elle est vraiment tordue, ce à quoi elle répond « pas du tout ». Elle aide juste son amie à gagner de l'argent, puisque tôt ou tard, elle en aura besoin. Mais le gars dit qu'elle ne parvient à faire ça que parce qu'elle utilise sa relique sur la fille. Kaori répond que ce n'est pas le cas. Même si la relique rend les gens plus enclins à être d'accord avec elle, ce n'est pas comme s'ils perdaient leur libre arbitre. Elle a aussi pour effet de rendre la personne plus enjouée. Elle lui demande s'il n'est pas d'accord, et il regarde déjà ailleurs, clairement sous influence, marmonnant « oui ». Puis Kun le sort de son état et lui dit d'arrêter d'utiliser ce pouvoir sur eux. Après tout, ils sont censés être dans la même équipe. Ce qu'ils veulent vraiment savoir, c'est pourquoi quelqu'un avec une relique aussi puissante qu'elle est coincé en classe E. Elle explique que c'est parce que l'Académie ne se concentre que sur les capacités offensives et malheureusement, la sienne n'affecte pas tous les monstres, donc elle a été en quelque sorte rétrogradée. Le gars demande si elle va utiliser la relique à nouveau et elle répond bien sûr, mais cette fois, il ferait mieux de s'assurer qu'elle dise oui. Le gars réplique qu'étant donné à quel point cet autre camarade de classe est incontrôlable, elle est sur le point de ruiner la vie de quelqu'un d'autre. Kaori se détourne et dit que ça suffit pour l'instant. Il la verra demain. Le gars à lunettes, par contre, il vient juste de réaliser qu'il a entendu quelque chose qu'il n'aurait vraiment pas dû entendre. Le problème, c'est comment va-t-il gérer ça? Il ne peut pas s'opposer au gars de la classe C. Dans le pire des cas, on dirait que quelqu'un d'une classe supérieure coordonne Kaori et tout ça, et il va se retrouver embarqué là-dedans. Évidemment, il ne peut pas compter sur Takeyuki pour l'aider. Puis, il se souvient de Blitzcrank qui s'est fait écraser contre le mur, mec. Peut-être que la chance, c'était Hinata. C'était le seul qui avait peut-être une chance d'arrêter tout ça. La scène passe à Akane assise en classe, se souvenant du moment où elle était avec son père, lui disant qu'il était un héros incroyable. Il lui répond qu'il n'est pas si fort que ça. Elle dit « C'est impossible. Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Il lui explique que les choses ne fonctionnent pas comme ça. En plus, la force n'est pas la seule chose qui fait de quelqu'un un héros. Un vrai héros, c'est quelqu'un qui se bat, prêt à tout sacrifier. Mais il n'existe aucun combat qui vaille la peine de risquer de perdre sa famille. Il lui caresse doucement la tête et lui dit de ne jamais oublier cela. Mais dans la scène suivante, il est transporté en urgence sur une civière. Les infirmières crient de se dépêcher car il est sur le point de mourir. Évidemment, Akane ne comprend rien et juste après, le médecin annonce qu'il a survécu mais que son état est catastrophique. Quelque temps plus tard, elle rentre de l'école et se trouve à l'hôpital avec son père quand soudain, sa mère débarque avec toutes ses affaires. Akane lui dit de ne pas fumer dans la chambre, mais sa mère demande juste si ce salaud s'est réveillé. Avant qu'Akane puisse répondre, sa mère donne déjà des coups de pied dans le lit, disant que ce salaud avait promis de protéger la famille et que maintenant il est là, inconscient. Franchement, il pourrait se réveiller juste pour lui mettre une claque et replonger dans le coma. Akane lui dit qu'elle ne peut pas dire ça, mais sa mère insiste que c'est la vérité. À cause de ce fichu coma, ils étaient noyés sous les dettes. Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. C'est pour ça qu'elle a déjà décidé que dès qu'Akane sera diplômée, elle commencera à travailler. Et comme ça, elle quitte la chambre sérieusement. En attendant, Akane a découvert qu'il existe un moyen de sauver son père, une créature appelée le basilic lumineux. Apparemment, le foie de ce monstre peut guérir presque n'importe quelle maladie. Mais il est tellement rare que même avec tout l'argent du monde, on ne peut pas en acheter un. La seule façon de l'obtenir, c'est d'être un héros et de tuer la créature soi-même. Et pour ça, elle savait que sa seule chance était d'entrer à l'Académie Valkyria.
Mais revenons au présent. En se regardant dans le miroir, elle se demande même ce qu'elle fait là. Elle a déjà du mal à sortir de la classe E et il n'y a aucune chance qu'elle puisse vaincre cette créature. En repensant à Hinata, elle se demande si, en ayant vraiment tout donné, elle aurait pu être comme lui. Juste au moment où elle quitte la pièce, Kaori l'attend déjà, sa grande sphère lumineuse activée. Soyons honnêtes, elle est énorme. Franchement, comment quelqu'un pourrait-il ne pas la remarquer? Et évidemment, elle appelle son ami pour discuter un peu. Pendant ce temps, le gars à lunettes cherche Hinata, se demandant s'il peut vraiment aller lui parler comme ça et lui demander de l'aide. Il ne comprend même pas pourquoi il pense à s'impliquer. Ça n'a rien à voir avec lui. Juste au moment où il s'apprête à abandonner, Hinata apparaît et lui demande s'il veut quelque chose. Il remarque que Takeyuki n'est pas avec lui et dit que c'est inhabituel. Le gars à lunettes pense que c'est sa seule chance de parler à Hinata sans trop s'impliquer. Le problème, c'est qu'il n'a pas le courage. Après tout ce qu'il a fait jusqu'à présent n'a fait qu'empirer la vie de Hinata. Maintenant que j'y pense, ce type a même fracassé une chaise sur la tête de Hinata. Sérieusement, mec, tu n'es vraiment pas l'ami de l'année. Hinata se retourne alors et dit que s'il n'a rien à dire, il s'en va. Et le gars à lunettes reste juste là, silencieux, mec. Mais en regardant par la fenêtre, il voit Kaori emmener Akane. Rien qu'à voir son regard, il est évident qu'elle est sous l'effet de la relique. Mais alors, qu'est-ce que ça change si Kaori l'a utilisée? Ce n'est pas son problème. Il se retourne, en jurant, et commence à courir. Hinata regarde simplement, sans rien dire. Dans un entrepôt de l'académie, Kun et son équipe sont rassemblés. Le blond demande si ce qu'ils attendaient va enfin se passer aujourd'hui. Kun répond « Ouais, c'est sûr ». Apparemment, Kaori a elle-même amené la fille. Le gars dit « Parfait, maintenant c'est garanti ». Il fait toujours confiance à Kaori. C'est grâce à elle qu'il a autant profité. À ce moment-là, la porte s'ouvre. Kaori entre, tenant son ami par le bras, disant qu'elle est contente qu'Akane lui fasse autant confiance. Juste devant le gars, elle s'excuse d'avoir mis autant de temps. Il lui demande pourquoi elle a utilisé la relique. Elle avait dit qu'elle ne le ferait pas. Kaori répond que c'était le plan, mais pour une raison quelconque, Akane ne voyait pas les choses clairement. Alors elle lui a donné un petit coup de main. La rousse se lève et demande à Ishijima si c'est vraiment cette fille. Elle est bien trop jeune. Elle n'arrive pas à croire qu'il pense vraiment à faire de cette fille l'une des siennes. Ishijima se lève et dit qu'elle est mignonne et même son genre, mais oui, vraiment très jeune. Il dit qu'il va s'amuser avec elle et ensuite la passer à ses amis. Vu comme elle est jolie, il est sûr qu'ils vont tous l'adorer. Ouais, histoire japonaise sur ce sujet, hein mec? 1 + 1 = 2. Kaori murmure à l'oreille d'Akane qu'elle va enfin gagner un peu de cet argent dont elle a tant besoin. Hypnotisée, Akane répond que oui, elle a vraiment besoin de gagner de l'argent pour son père. Ishijima dit que, peu importe combien de fois il voit l'effet, cette relique de Kaori le surprend toujours. Kaori, toute déstabilisée, dit que sa relique n'est pas du tout puissante. Elle donne juste un petit coup de pouce à la fille. Puis le blond dit que, relique mise à part, Kaori devrait être plus prudente, car quelqu'un l'a suivi jusqu'ici. Le gars à lunettes réalise qu'il est fichu et regrette aussitôt de s'être impliqué. Il se tourne pour s'enfuir tant qu'il le peut encore, mais Kaori dit que c'est juste cet idiot, encore une fois. Le blond demande qui c'est, et elle répond que ce n'est qu'un faible inutile. Ils n'ont même pas besoin de s'inquiéter pour lui. Puis Kaori lui dit de ne pas s'enfuir. Il ne voudrait pas, par hasard, faire partie du groupe. Il s'apprête à refuser, mais c'est trop tard, mec. Elle lui balance la grosse orbe violette en plein visage et il est aussitôt complètement sonné. Il dit que oui, elle a raison. Il veut vraiment rejoindre le groupe. Ishijima dit qu'ils vont avoir besoin d'un moyen pour faire taire le gamin. À ce moment-là, Kaori donne un ordre et les gosses sortent déjà la caméra. Le pauvre gars se rend compte qu'il ne peut plus contrôler son corps. Il se demande pourquoi il est toujours inutile dans des moments comme celui-ci. Parfois, il essaie d'aider les gens, mais son sens de la justice n'est pas assez fort. Au final, il finit toujours par se ranger du côté des méchants, parce que c'est plus facile. La vérité, c'est qu'il cède parce qu'il est toujours plus simple de l'accepter. Il peut simplement se dire qu'il n'avait pas le choix et blâmer les circonstances. Mais d'un autre côté, il voit que Hanada est différent de ça. Même quand il n'a aucune option, voilà qu'il arrive, lançant un coup de pied sauté qui atterrit en plein visage de Hagan. Cela l'envoie valser en arrière au sol et, à ce moment-là, il sort de l'illusion. Kaori dit qu'elle ne s'attendait pas à le voir débarquer de nulle part. Akane, en voyant l'expression sur le visage de notre garçon, semble elle aussi commencer à reprendre conscience. Et le garçon est là, mec, concentré. Maintenant que j'y pense, notre garçon ne parle pas beaucoup. C'est un homme de peu de mots. Ishijima demande qui est ce type maintenant et Kaori répond que c'est un autre de sa classe, en fait le plus faible de toute l'académie. Le gars est confus, il veut savoir pourquoi le gamin le plus faible s'est pointé en balançant des coups de pied sautés. On dirait qu'il n'a pas toute sa tête. Kaori est d'accord, mais dit que maintenant qu'il a tout vu et entendu, ils n'ont plus le choix. Puis elle demande à Hanada s'il veut rejoindre leur groupe. Mais franchement, notre garçon est le roi de la résistance mentale. Il dit simplement qu'il veut d'abord lui poser une question. En théorie, elle n'était pas censée être l'amie d'Akane. Kaori répond que non seulement elle était censée l'être, mais qu'elle l'est clairement, donc cette question n'a pas de sens. Notre garçon dit calmement que si c'est vrai, alors elle sait ce que traverse la famille d'Akane et qu'elle ne devrait pas faire ça.
Mais Kaori répond que c'est justement parce qu'elle connaît leur situation qu'elle se montre généreuse en donnant à Akane une chance de gagner beaucoup d'argent. Depuis le sol, Akane dit qu'elle ment. Akane n'a jamais accepté tout ça. Kaori a utilisé la relique pour la forcer. Kaori se rend compte que ce fichu coup de pied volant a fait revenir le gars à lui. Mais son plus gros problème maintenant, c'est de réaliser que sa relique ne fonctionne pas sur Hanada. Et Hagan demande pourquoi Hanada est même venu ici. Il n'a même pas mentionné ce qui se passait. Notre garçon dit qu'il avait le pressentiment que le gars allait lui demander un service, mais n'en avait pas le courage. Le gars est confus. Il veut savoir pourquoi il est quand même venu l'aider. À chaque fois qu'il se fait tabasser par Takeyuki, Hanada n'intervient jamais. Parfois, il le frappe même lui-même. Notre garçon répond simplement qu'il a toujours remarqué que Hagan n'avait pas l'air d'aimer faire ça. En arrière-plan, Kon et les autres rient, disant que c'est drôle de le voir essayer de jouer les héros. On dirait qu'il a pris du courage après avoir été sauvé de 2 raclées. Mais évidemment, la 3e fois sera différente. Il tire un coup, disant que sa chance est terminée. Mais franchement, Hanada lève juste le bras et dévie le tir vers le haut. Kaori et Ishijima regardent simplement pendant que Kon reste là, complètement perdu, ne comprenant pas comment cela a pu se reproduire. Il doit y avoir un problème avec son arme, parce qu'il n'y a aucune chance que ce gamin ait bloqué ça. Mais Ishijima dit qu'il est idiot s'il pense que c'était de la chance. Il demande alors à Kaori quel est le relique du gamin, et elle répond que ce n'est qu'une tenue inutile sans aucune capacité spéciale. Ishijima dit que ce n'est pas possible. Il n'existe pas de relique sans aucun pouvoir. Il doit cacher quelque chose. Kaori admet que ça a du sens. Elle veut comprendre pourquoi sa relique ne marche pas. Même contre des élèves plus âgés et des gens plus forts que lui, ils finissent toujours par être affectés. Évidemment, voyons. C'est parce que la combinaison offre une résistance contre la manipulation mentale. Voilà que Blitzcrank arrive, encore une fois, mais Hanada fait un petit pas en arrière. Le plus beau garçon de l'école veut savoir comment ce gamin arrive toujours à esquiver. Pendant ce temps, Hanada se demande pourquoi ils agissent ainsi. Les reliques qu'ils ont reçues n'ont pas été créées pour blesser les gens. Elles existent pour protéger l'humanité contre les créatures qui envahissent le monde. Pour être honnête, c'est un argument valable. Mais le gars éclate de rire, ce salaud. Hanada est un peu déconcerté par le trio qui rit, et c'est à ce moment-là qu'Ishijima intervient. Il demande si Hanada ne comprend vraiment pas comment fonctionne le monde. Seule une infime fraction des chasseurs parvient à intégrer les grandes guildes ou à rejoindre le gouvernement. La vérité, c'est que la plupart des gens qui reçoivent une relique peinent à survivre, alors gagner de l'argent, n'en parlons pas. Et obtenir une relique, à la base, ce n'est même pas si facile. Donc évidemment, celui qui en obtient une devrait l'utiliser pour en tirer le maximum de profit. En activant sa propre relique, Hanada dit que malgré tout, ils ne peuvent pas simplement détruire l'avenir des autres. Est-ce qu'il est vraiment d'accord pour briser le rêve de quelqu'un juste pour gagner un peu d'argent? Évidemment, le salaud répond que c'est exactement ce qui lui convient. Il se fiche de qui est blessé, tant que ce n'est pas lui. Beaucoup de gens profiteraient de quelqu'un d'aussi faible qu'elle s'ils en avaient l'occasion. Pour des types comme eux, trahir des amis n'est même pas mal. C'est simplement le choix le plus intelligent. Au final, il n'y a aucune garantie qu'une guilde veuille d'Akane ou de qui que ce soit d'autre. La laisser s'épuiser à poursuivre un rêve impossible, c'était simplement lui mentir. Finalement, Hanada en a assez d'entendre ce discours et fonce. Blitzcrank arrive sur lui en premier, place un coup net, mais le poing de Hanada le repousse. Ishijima admet que son coup de poing était plutôt fort, mais il va lui en falloir plus que ça. C'est justement parce qu'il est si faible que des types comme eux font de lui une cible. Notre gars commence à enchaîner une série de coups façon Jojo, se rappelant du salaud qui s'est pointé à l'hôpital. Il se demande pourquoi des gens comme ça s'acharnent toujours sur les faibles et ne sont jamais satisfaits. Il sait que tant d'autres sont dans la même situation, lui, Akane. Mais pourquoi ces types pensent-ils qu'être plus fort leur donne le droit d'utiliser les autres? Puis il enchaîne avec un dernier coup de poing et, à cet instant, la rage qu'il ressent déclenche une réaction dans la combinaison, lançant une mise à jour forcée, mec. Son poing s'illumine en rouge et Blitzcrank est projeté, s'écrasant contre le mur. Tout le monde a l'air secoué et Hanada demande s'ils pensent vraiment qu'être plus fort leur donne le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas grave. Il va s'assurer qu'il regrette un jour d'avoir pensé comme ça. Sur ce, la relique de la colère s'active, lui donnant bien plus de force que d'habitude. Le garçon est passé en mode Deadpool, mec, disant qu'ils vont maintenant comprendre pourquoi ils avaient tort. À l'arrière, Egan a déjà remarqué que la combinaison du garçon avait changé d'apparence. Pendant ce temps, Ishijima fixe Kaori, se demandant ce qui se passe avec la relique du gars et pourquoi il semble soudainement si fort. Rien qu'à l'expression de Hanada, il peut deviner que quelque chose a changé. Et mec, une seconde plus tard, notre garçon fonce déjà pour porter un coup. Mais ce salaud d'Ishijima parvient à esquiver, même si rien que le vent du coup de poing lui entaille le visage. Il repousse Hanada d'un coup de pied et Kaori lui demande s'il va bien. Le méchant veut savoir pourquoi ce gamin, qui devrait avoir peur, devient seulement plus fort et il ne comprend pas comment quelqu'un comme lui peut être en classe E. Soudain, il s'accroupit, ramasse une bouteille et dit qu'il va briser cette confiance. Il verse de l'eau sur son poing en disant qu'il n'est peut-être plus à l'académie, mais qu'à l'époque où il y était, il était en classe B. Et évidemment, l'écart de talent naturel entre eux était immense.
Le gars fait tout un discours, juste pour lancer une attaque style triple crachat, et notre garçon la bloque comme si de rien n'était. Ishijima dit que normalement, rien que ça aurait brisé le bras de quelqu'un de la classe E, sans parler du fait que le gamin avait des mouvements vraiment rapides, bien meilleurs qu'il y a quelques instants. C'est drôle comme Ishijima le complimente mentalement et enchaîne tout de suite en disant que ce gain de vitesse ne changera rien. Il lui manquait encore beaucoup d'expérience en combat. Puis le triple crachat qui était dans son dos sort du sol et enveloppe notre garçon. Ishijima dit qu'il aurait dû prendre en compte qu'il affrontait quelqu'un avec des capacités de piégeage. Notre garçon subit des attaques de tous les côtés et le gars crache du sang. Le type veut jouer les voyous les plus stylés, mais il n'arrête pas de verser cette bouteille d'eau sur son bras, ce qui est vraiment ridicule. Pourtant, il ne cesse de répéter que sa relique est parfaite pour les combats en 1 contre 1. Dommage que le gamin soit tombé sur le mauvais adversaire. Il envoie un crachat 2.0 au visage de notre garçon, mais quelque chose dévie l'attaque. Ishijima regarde sur le côté et voit qui est réveillé, mec. Akane s'était pris un coup en pleine figure et maintenant elle est de retour pour aider notre garçon. Je croyais que c'était Hagan qui l'avait giflé, mais en fait elle s'est réveillée plus tôt et l'a giflé. Là, je suis perdu. Kaori se rend compte que pour une raison quelconque, son pouvoir ne fonctionne plus. Elle décide d'utiliser l'orbe violet, mais le tir le fait tomber de sa main. Akane, triste, demande pourquoi Kaori a agi ainsi. Avec sa petite tête de méchante, Kaori répond que c'est évident. Elle ne pouvait pas passer à côté d'un gain facile. Akane n'aime clairement pas la réponse. Kaori demande ce qu'elle a, elle, à faire cette tête. Elle n'était qu'une moins que rien. Elle devrait être reconnaissante d'avoir eu l'occasion de gagner un peu d'argent. Akane reste là, sans rien dire, les mains tremblantes sur l'arme. La fille se fait tirer dessus et est projetée en arrière. Ah, la fille réagit. Elle a déjà été touchée par le gars fatigué, Kon, qui dit que les élèves de la classe E sont devenus trop audacieux. Voilà notre garçon toujours piégé et Akane qui n'a tenu que 10 secondes debout. Ishijima dit que la récréation est terminée et dit à notre garçon de se détendre et d'accepter le lavage de cerveau. Heureusement que Kaori était là, ça a permis qu'il s'en sorte, sans problème. Mais Akane commence à se relever. Elle dit qu'elle déteste l'admettre. Mais oui, elle était vraiment faible à ce moment-là et elle n'avait absolument aucun moyen de payer le traitement de son père. Mais malgré tout, elle allait continuer à travailler dur et à faire de son mieux. Elle se relève, tire un coup, et d'un coup, mec, elle brise le piège d'Ishijima. En pleurant, elle demande à notre garçon de s'occuper d'eux cette fois-ci. Le cliché classique, notre garçon avance comme un boss en disant de lui laisser faire. Mais Ishijima dit qu'il n'est pas très malin puisqu'il pourrait simplement utiliser à nouveau son pouvoir et le piéger. Mais à ce moment-là, Hinata active la vengeance. Le gosse est surpris et notre garçon dit qu'il en a fini avec tout ça. Les attaques d'Ishijima s'effondrent et il se rend compte que notre garçon avait arrêté le mouvement du bras. Tout de suite, il comprend qu'il y a un problème et comme si verser de l'eau sur son bras n'était pas déjà assez embarrassant, il trébuche sur la bouteille. Maintenant, notre garçon se retrouve face à face avec lui, disant qu'il va montrer la force des faibles de la classe U et il le frappe en plein sur le crâne. Quand Ruri réalise que c'est fini, le nez d'Ishijima est tout rouge. Il est en train de se faire tabasser quand soudain quelqu'un dans le fond l'appelle par son nom. « Oh, ma fille, laisse-le le frapper encore au moins 15 minutes. » Et le courageux Kon essaie encore d'attaquer par derrière, mais une fois de plus, notre garçon lève simplement le bras et redirige ce coup de poing fatigué. Maintenant, Kon comprend enfin que ce n'était pas de la chance. Hinata l'attrape par le col et lui dit de ne plus jamais s'en prendre à eux. Il n'avait pas de temps à perdre avec des déchets comme eux, tout de travers. Kon se contente de dire qu'il a compris, mec. Sur ce, il le laisse tomber par terre et notre garçon s'en va. Il passe devant Kaori sans dire un mot et elle tremble, ce qui, c'est sûr, n'était pas normal. Elle aurait dû avoir les 2 jambes cassées et être enterrée à cet endroit. Pas vrai, mec? Mais bon, Akane est là, sur le côté, se rappelant simplement que son père disait toujours que les héros restent fidèles à leurs convictions. Et maintenant, elle donne une petite tape sur la main de son garçon en pensant que c'est un vrai de vrai. Pendant ce temps, apparemment, il y a une fille de l'école qui observe toute la scène. Non, l'endroit est plutôt bien rangé. La blonde demande au téléphone ce qu'ils vont faire. Le résultat de tout ça était vraiment inattendu, et elle parlait directement avec le principal qui regarde tout ça en ce moment même. Quel sacré bazar! Il répond que les personnes qui enfreignent les règles à ce niveau ne méritent aucune place à l'académie. C'était censé être réglé comme ils le font toujours. Ouf, heureusement que notre garçon n'a pas cassé les jambes de la fille et ne l'a pas enterrée, sinon il aurait perdu son inscription. Le principal a l'air tout joyeux. On dirait qu'il savait déjà que quelque chose allait se passer. Il ne s'attendait juste pas à ce que le grand rebondissement soit notre garçon. Il est impatient pour le prochain examen de réévaluation. Un peu plus tard, une petite foule regarde les panneaux d'affichage de l'école. Il y a le message annonçant l'expulsion de Kaori et des 3 perdants. Akane demande s'il en a parlé à quelqu'un et il répond que non. Il a simplement continué sa vie. Mais on dirait que l'école l'a découvert. Akane dit que c'est forcément quelqu'un qui était là, puisque personne d'autre ne connaissait Kaori. À ce moment précis, notre garçon remarque Takeyuki qui descend le couloir, curieux de savoir d'où vient tout ce bruit. Encore une fois, il dit qu'il ne sait pas non plus. Et le gars se retourne et dit qu'il va à la cafétéria, leur proposant de venir avec lui. Hinata dit que si Akane le voulait, elle pourrait leur parler.
Akane est d'accord, mais dit que lorsqu'elle l'a remercié hier, tout ce qu'il a répondu, c'est qu'il n'avait rien fait et qu'elle n'avait pas à lui parler. Sur ce, il s'est retourné et est parti sans rien dire de plus. Hinata se retourne en disant qu'il a compris. Elle lui demande où il va et, quand il répond qu'il va acheter des snacks, elle veut l'accompagner. Mais le gars est un sigma froid et lui demande pourquoi elle le suit. Elle sursaute et crie, voulant savoir pourquoi ils ne mangeraient pas simplement ensemble. Aucun d'eux n'avait quelqu'un d'autre avec qui passer du temps, donc évidemment, ils restent ensemble. Oh, comme c'est romantique de ta part, ma fille. Les voilà assis sur le banc et il semble qu'il lui ait parlé de la relique, car elle demande ce que c'est que cette histoire d'évolution et d'acquisition de nouvelles capacités. On dirait le pouvoir de mon gars Sung Jin-woo, non? Dans un monde où personne ne peut évoluer, il est le seul à le pouvoir. Oh, ça va être le titre de la vidéo. C'est parti. Ah, ce qu'il dit ici n'a pas beaucoup de sens. Il avait probablement déjà les capacités, il ne les avait juste pas encore enregistrées. Mais il insiste sur le fait que ce n'est pas le cas. Hier, après ce combat dans la combinaison, sa liste d'améliorations s'est mise à jour et cette fois, toutes les capacités semblent liées à l'agressivité et à la force. Cela montre que la combinaison de rage est axée sur les compétences offensives. Maintenant, c'est confirmé. Les combinaisons ont un mécanisme de libération émotionnelle et il peut encore devenir plus fort. Puis Akane pose sa nourriture, se lève et dit qu'elle veut commencer à s'entraîner avec lui. Elle est certaine qu'elle ne deviendra pas aussi forte ou rapide que lui, mais au moins, elle veut pouvoir se défendre face à ces types. Hinata, tout gentil, dit qu'il sait qu'elle a beaucoup travaillé. Elle est un peu surprise, mais il lui dit qu'il l'a remarqué, ce moment où elle a équipé sa propre relique et encaissé une attaque par surprise. Mais malgré tout, elle s'est relevée, ce qui prouve qu'elle s'entraîne. Elle devient toute rouge, embarrassée, et dit que ça n'a pas d'importance. Elle doit travailler encore plus dur. Elle tend la main et dit que c'est une promesse. Ils vont commencer à travailler ensemble pour devenir plus forts. Il sourit et dit « D'accord, mec. » Mais au moment où il tend la main, regarde qui est là-haut. Je t'avais déjà oublié, cuisse bleue. Elle est là-haut, se demandant pourquoi ces faibles n'ont rien de mieux à faire que de traîner ici. Puis elle se tourne vers la personne blonde à côté d'elle et lui demande s'il a réfléchi à la proposition. Elle pense qu'il serait le candidat idéal pour rejoindre l'équipe de réévaluation. Mais la blondinette répond calmement qu'elle va passer son tour cette fois. Shizuku se tourne alors et dit que c'est bon, mais si elle change d'avis, qu'elle le lui fasse savoir. Il reste encore beaucoup de temps avant la date prévue. Ah mince, la blondinette prend ses distances parce que les trois de son groupe semblent être amis avec les gars qui ont été expulsés. Elle est sûre que Shizuku le sait, alors pourquoi accepte-t-elle encore d'être entourée de ces personnes? Un coup d'œil dehors montre notre héros en train de s'amuser avec sa waifu, tout en pensant que Shizuku se met inutilement en danger. Scène suivante, c'est l'heure de l'entraînement, mec. Regarde Akane là-bas qui rejoint le groupe. Là, c'est le professeur Gonzo Takashima qui dit qu'il ne sert à rien de compter uniquement sur la relique. Ils avaient aussi besoin de corps puissants. La classe E est peut-être en retard sur les autres, mais ils ont encore une chance de renverser la situation avec des efforts. Tout le monde s'entraîne, coup de pied au visage et le reste. Notre héros est survolté et un observateur de ses performances, c'est Takeyuki. En classe, le professeur annonce que l'examen de réévaluation approche. Il dit qu'il doit être honnête. S'ils n'obtiennent pas un bon résultat à ce premier examen, la chance de changer de classe plus tard sera extrêmement faible. Mais même s'ils ont des reliques faibles, il ne faut pas se décourager. Les critères de l'examen vont bien au-delà des simples capacités des reliques.